conducteur d'un véhicule de marque Toyota Corolla a frôlé la mort en ce début d'après-midi devant l'hôpital spécialisé d'Onkembo où un poteau d'électricité est tombé sur le véhicule. Et nous parlerons également dans cette édition d'information de plusieurs hectares de forêt qui sont dévastés par les populations d'Akanda, une situation condamnée par les maires des dites communes. Et nous parlerons enfin dans ce journal de José Antonio qui a rendu public sa liste des joueurs appelés pour jouer au match face à la Côte d'Ivoire. Voici pour les titres, les détails dans quelques instants. Mesdames et messieurs, c'est un réel plaisir pour nous de vous informer. Bonsoir et merci pour votre confiance sans cesse renouvelée. Plusieurs hectares de forêt dans la commune d'Akanda sont menacés de disparition d'ici quelques années si les autorités compétentes ne prennent pas les dispositions qu'ici. Le reportage est signé de Frambio Guedzo et Bertrand Komilika. Un état de lieu des dégâts causés par les squatters de la forêt de la Monda par le bureau du conseil de la mairie d'Akanda a permis à cette délégation de voir de visu l'ampleur de cette déforestation hors norme de Mali B2 en passant par le Cap Extérias et jusqu'au Cap Santa Clara où le conseil municipal est propriétaire de plusieurs hectares de forêt devant permettre une urbanisation futuriste du site dans les toutes prochaines années. Mais hélas, derrière ces forêts apparemment vierges, du premier regard, se cachent en réalité divers chantiers à ciel ouvert, construction de maisons, activités maraîchères et vente de terrains illicites. Près de 172 hectares de forêt seraient menacés de disparition par ces hors-la-loi d'un tout autre âge. Ce, malgré les appels au ressaisissement lancés par les maires. Nous voulons juste rappeler que Akanda est une commune jeune, mais nous avons un schéma d'aménagement qui est en cours d'élaboration et nous souhaiterions que les populations s'adaptent à ce schéma. Mais nous constatons malheureusement après cette visite que les populations, oui c'est vrai, tout le monde a besoin de la terre, mais on a besoin quand même de respecter également les lois et règlements en vigueur. Vu l'ampleur des dégâts, on peut aisément conclure qu'aucune loi n'a été respectée, nul n'est sans ignorer ce que représentent ces espaces pour l'État. Nous avons vraiment été écœurés de constater qu'il y a une occupation de manière illégale de la population. Ils occupent les terrains de manière illégale, sans papier, et nous nous sommes entretenus avec eux et nous avons décidé de nous asseoir sur une table afin de trouver des solutions conformément à la loi. Et éventuellement, nous avons visité d'autres sites où nous avons fait malheureusement le même constat. Et avec le maire et les autres conseillers, nous allons incessamment sous peu nous asseoir et trouver des solutions pour pallier à ces différentes irrégularités qui se passent dans la commune d'Akanda. Un futur tour de table qui se veut pressant au regard du réel danger qu'encourent ces espaces. Le maire du premier arrondissement de la commune d'Akanda, Ernest Gandaga, de son côté, est revenu ici sur les conditions d'attribution des 10 espaces à la municipalité. Frambio Guedzo, Bertrand Komilika. Étant donné que voici depuis 4 ans que nous sommes à la tête de la mairie de la commune d'Akanda, l'hôtel de ville et les 2 mairies d'arrondissement, nous avons pensé qu'il était de bon augure que pour une bonne gestion de notre collectivité, que nous puissions avoir d'abord la maîtrise de notre domaine communal. Et ce domaine communal, il est plus vert dans le premier arrondissement. C'est que nous avons reçu les instructions du conseil d'arrondissement et celui du conseil municipal pour pouvoir s'y construire un certain nombre d'espaces à l'intérieur de notre circonscription pour que nous puissions envisager dans l'avenir des projets à caractère social, éducatif et permettre à ce que le conseil municipal puisse avoir des réserves qui lui permettront d'aménager, en l'occurrence, une commune, comme on le dit souvent, c'est d'abord un cimetière. Une commune, ce sont les hôpitaux. Une commune, ce sont les marchés. Une commune, ce sont des centres de loisirs. Une commune, c'est une organisation qui permet à ceux qu'on puisse avoir un habitat décent et sécurisé. Mais comment mettre en œuvre tout cela si nous n'avons pas d'espace? Malheureusement, depuis pratiquement 3 ans également, le foncier a été
ou alors la gestion foncière a été attribuée, ou alors les attributions foncières ont été attribuées à l'ANUTTC. À telle enseigne que les arrondissements, les communes sont aujourd'hui dépourvues de la gestion directe du foncier. Et dans la disposition de la loi 005 relative à la gestion foncière, il est spécifié à l'article 8 et 9 que les administrations publiques, les collectivités locales, centrales et décentralisées, ont l'obligation de solliciter à titre gracieux des espaces en vue de mener un certain nombre d'activités à l'intérieur de leur périmètre. C'est comme ça que nous avons pu respecter ces dispositions et solliciter 4 réserves foncières à l'intérieur de notre commune. Il s'agit de celles que nous avons visitées donc au niveau de Malibé, de 77 hectares, le KPCRA 45 hectares, et au niveau de Santa Clara, nous sommes de 110 hectares, soit V1, V2, 55 et 57 hectares. Et vous avez bien pu constater que pendant que nous sommes en train de travailler dans ce cadre-là et formaliser tout ce qui concerne les démarches administratives et autres, mais il y a des populations, des personnes malveillantes qui se permettent de déforester des dizaines, des vingtaines, des trentaines d'hectares et qui revendent au mépris des dispositions légales de la loi. Pendant que les administrations attendent les autorisations légales, ils rentrent. Et c'est ce qui va faire en sorte que demain après-demain, lorsque nous viendrons pour viabiliser, aménager, les populations se lèveront. Ils demanderont l'intervention du président, du Premier ministre et de tous ceux qui pourront, vers qui pourront aller pour qu'ils puissent rentrer dans leurs droits. Mais lesquels n'a un droit que celui qui détient un titre de propriété. Le titre de propriété est aujourd'hui encadré par la loi. Et c'est cette loi que les collectivités locales et toutes les autres administrations respectent. Donc vous avez pu constater vous-même le désarroi que nous avons vu au niveau de Malibé. Une déforestation, une occupation anarchique et désordonnée des terrains, orchestrée par des vendeurs illicites. Donc, face à cela, nous nous sommes dit qu'il faudrait que nous passions à la vitesse supérieure, que nous mettions en place des bouchées doubles pour que cet état de fait soit stoppé le plus rapidement possible. S'agissant des nouvelles mesures dans l'immédiat, le maire du 1er arrondissement d'Akanda s'explique une fois de plus au micro de Franck Bioguedzo face à la caméra d'Yvan Bertrand comme il est Kandomba. C'est les populations, nous sommes là pour les encadrer, nous sommes là pour les repositionner, nous sommes là pour leur donner un cadre de vie agréable. Et c'est le message qu'on en fait passer en recevant le collectif, soi-disant dit, des occupants de ces zones-là, qui pour plusieurs d'entre eux, plus 90, je dirais même 99%, ne sont pas résidents d'Akanda. Ce sont des gens qui ont acquis des terrains avec des villageois à gauche à droite. À l'intérieur du périmètre, lorsque vous êtes passé vous-même, de l'extérieur, il y a un rideau, on pense que c'est vide, mais lorsque nous traversons ce rideau, nous constatons un désastre, un défrichage. Alors, qu'est-ce que nous avons donc décidé? Premièrement, c'est de recenser tous ceux qui sont à l'intérieur. 2. Lancer un aménagement de toute la zone et les repositionner selon les superficies qui seront définies en fonction de ce que nous verrons sur le terrain. S'il y a déjà un cadre bâti, nous ne le détruirons pas. S'il y a une maison qui a déjà démarré, un sous-bassement, nous ne le détruirons pas. C'est ce qu'on appelle les cadres bâtis. Ceux qui vivent, vous avez constaté qu'il n'y a personne. Les plantations, il n'y a personne. La preuve en est que lorsque nous regardons aujourd'hui, regardons tous, regardons la forêt, il n'y a personne. Donc vous allez voir, si vous tournez juste un peu votre caméra de ce côté, vous allez avoir une maisonnette où quelqu'un vient déposer une maisonnette et va dire non, qu'il est c'est un terrain ancestral. Mais comment peut-on avoir un terrain ancestral dans une forêt qui était déclassée il y a quelques années, qui vient d'être déclassée? Et c'est le cas également au niveau de Malibé. Alors nous voulons donc que, avec vous allez nous accompagner parce qu'ils viendront crier vers vous les médias, qu'ils vont être spoliés, ils vont être déguerpis, ils vont être expropriés. Pouvons-nous exproprier quelqu'un qui n'a aucune propriété? On est propriétaire lorsqu'on a un titre de propriété. On n'en a pas. Et ces zones étaient des forêts classées jusqu'à il y a peu de temps. Et la zone aujourd'hui occupée par ces personnes sont dans une DUP, la 0034, qui déclasse 2000 hectares autrefois dédiés pour abriter l'ancien projet de l'aéroport de Libreville qui devait être délocalisé dans cette zone-là. Délocalisé vers Coq pour cause de la proximité du parc d'Akanda, les populations se sont ruées à l'intérieur. Mais au lieu de planter ou de bénéficier de ce qu'ils ont fait, ils se sont mis à vendre. Et il faudrait que nous puissions arrêter dans ce pays. Que certains vendeurs véreux continuent à vendre des terrains en toute liberté et que lorsqu'une administration qui a obtenu des autorisations légales veut venir faire des aménagements, qu'on puisse parler, crier haut d'expropriation, de déguerpissement,
de spoliation. Il faudrait qu'on arrête. Et ce qui est gênant, c'est que la plupart des personnes qui achètent, c'est pas le villageois, mais ce sont les cadres, les responsables, qui savent très bien que les actions qu'ils posent peuvent être également. Je vous l'annonçais en titre, un automobiliste a failli perdre sa vie ce jour après la chute d'un poteau électrique survenu non loin de l'entrée spécialisée de l'hôpital d'Nkembo. Le blessé a été transporté dans une structure hospitalière la plus proche. C'était en présence de frères Biogezo et Fleury à Seondo. La scène n'est pas loin d'un film de science-fiction, comme souvent proposé par nos confrères de la chaîne Sci-Fi. Un transporteur suburbain qui assure la liaison échangeur d'Inzarion, hôpital d'Nkembo, a été pris au piège par un poteau électrique coincé dans son véhicule après la chute de celui-ci. La scène se déroule devant l'entrée principale de l'hôpital spécialisé d'Nkembo. De nombreux passants, en effet impuissants, ont assisté à la scène d'horreur. L'homme est resté coincé plusieurs minutes dans son véhicule, du reste transformé en amas de ferraille. Sans secours apparent des badauds, encore moins les agents de l'hôpital d'Nkembo, d'autant plus que le poteau en question était alimenté. Armé finalement de courage, le gros des effectifs décide, avec les moyens de bord, de sauver l'accidenté. Femme qui veut nous alerter qu'il y a un monsieur, que le poteau de l'ECG est tombé sur lui, dans la voiture, un clandomane. Mais en arrivant, c'est un poteau, en arrivant ici, parce qu'on connaît le poteau est pourri depuis. Tout ce que l'ECG sait, attention, ce que l'ECG sait, c'est nous couper le courant et l'autre lorsque tu les arriérés. Mais pour l'argent, un poteau, ils sont incapables. Voici l'émergence d'aujourd'hui. C'est ça. Une situation qui aurait pu être évitée si Dame ECG s'était engagé à entreprendre les travaux avant cet accident. Ce poteau-là, depuis des années, les populations se plaignent qu'il est fissuré et ça dégage même des étincelles de temps en temps. Là, on a une chance aujourd'hui où il y a un monsieur qui est sorti pratiquement indemne parce que les populations se sont unies comme un seul homme pour pouvoir soulever le poteau de la haute tension, pour pouvoir sortir le monsieur dans sa voiture. Hein? Et là, il faut féliciter les hommes et tous les enfants de la cité qui étaient là tout à l'heure. Ça, c'est encore une situation à laquelle on doit faire tenir à la SCG de prendre ses responsabilités. Ils sont forts pour venir couper le courant sur les gens quand ils n'ont pas payé, mais prendre les responsabilités pour pouvoir faire l'entretien de leurs équipements, non. Et on a encore une chance que ce monsieur, il y avait des gens qui étaient là, mais imaginons qu'il était quasiment broyé dans son véhicule. Ça a pu enlever le monsieur qui on ne sait pas s'il est mort, s'il n'est pas mort. Maintenant les policiers et les militaires ils viennent avec les fusils, c'est pour tuer qui? C'est la SCG qui se charge déjà de tuer les gens, à travers le manque d'eau, à travers le courant qui tue les gens chaque jour. C'est la SCG qui se charge déjà de tuer les gens. Maintenant ils viennent avec leurs armes, c'est pour chercher quoi? Comme toujours, la force publique armée jusqu'aux dents a été déployée dans ce périmètre. Selon eux, rétablir l'ordre. De quel ordre parle-t-on si la sécurité des citoyens est chaque fois menacée? L'actualité à l'intérieur du pays nous amène à Port-Gentil. Marc Tchango, aux côtés des populations du quartier Mounadji. Nous sommes là dans le 4e arrondissement. En effet, après plusieurs décennies sans eau potable, les fontaines publiques de cette localité sont désormais fonctionnelles. Marius Nanda, Média Plus. C'est une nouvelle action sociale apportée au crédit de Marc Tchango au bénéfice des compatriotes du 4e arrondissement. La réhabilitation de la fontaine publique du quartier Mounadji est la réponse à une décennie d'attente des riverains qui avaient assisté impuissants à la fermeture de cet ouvrage communautaire. Le sentiment que je partage aujourd'hui, c'est juste la joie, parce que ça faisait très longtemps qu'on entendait cela. Et ça fait plus de 5 à 10 ans, quand je suis rentrée de Libreville, c'était déjà fermé. Et les gens sont passés par là, ils ont toujours fait des promesses, ils n'ont jamais réalisé. Et je remercie Marc Tchango qui a fait ce geste aujourd'hui. Et c'est tout. Nous, les jeunes du quartier, nous sommes heureux. Nous sommes très heureux par ce geste qui a été posé par Marc Tchango. Cette pompe-là a été fermée en 2006. Maintenant qu'elle a été ouverte par un jeune comme nous, ça nous motive en fait. Aujourd'hui, à nouveau fonctionnelle, la fontaine devrait soulager nombreux foyers confrontés aux problèmes d'alimentation en eau. Tout ce que je peux dire aux voisins, au voisinage, c'est juste l'entretien.
Parce qu'au début, ce qui est causé au problème, c'est le problème d'entretien. Les gens savent laver, ils ne savent pas entretenir. Donc c'est déjà là, il faut que les gens prennent conscience de ce travail fait. Non, mais le problème de pression, ce n'est pas un problème, ce n'est qu'un détail. Vous savez, dans la vie, il en faut peu pour être heureux. On se satisfait du nécessaire. Au moins, on aura la possibilité d'avoir de l'eau gratuitement, chose qui n'est pas donnée à tout le monde. Une tournée des précédentes réalisations a été ensuite effectuée par Marc Chango et son équipe d'action sociale. Occasion de se rendre compte du fonctionnement effectif des fontaines de Salsa et Izoa réhabilitées il y a quelques mois. C'était le tour du propriétaire pour voir que les populations vraiment s'en servaient parce qu'il avait été noté que beaucoup avaient un mauvais comportement, cassaient les robinets et autres. Mais on remarque que ces populations se sont reprises et elles gèrent bien cet outil-là qui fait notamment leur fierté. Une invite a été adressée aux populations, celle de préserver ces structures pour le bien de tous. À Port-Gentil, nous y restons. La consommation des stupéfiants par la classe jeune suscite des inquiétudes. Ce phénomène prend des proportions inquiétantes. Quant aux sanctions encourues par les dealers, elles sont nombreuses, comme nous le rapporte ici Raissa Karianando dans ce reportage que nous vous proposons de suivre. La consommation des stupéfiants par les jeunes au Gabon, singulièrement à Port-Gentil, est un phénomène dont les proportions au fil des années deviennent alarmantes. Selon des psychologues en exercice dans certaines structures scolaires de la place, c'est de plus en plus jeunes que ces derniers s'y adonnent, cherchant le nirvana et ou à décupler leurs capacités physiques et intellectuelles. Si le contexte juridique gabonais reste souple pour les mineurs, il prévoit tout de même des sanctions pénales en cas de détention ou de vente. Les mineurs appartiennent à une catégorie protégée de la population. Ainsi, lorsqu'il est âgé de 13 ans, tel que le définissent les articles 56 et suivants du Code pénal gabonais, c'est le président du tribunal qui est saisi et qui peut le placer dans un établissement d'enseignement professionnel ou un établissement de redressement. Mais s'agissant des stupéfiants, ce n'est pas parce qu'on est mineur qu'on doit échapper à la sanction prévue par la loi. Mais la seule différence, c'est que les audiences de mineurs, lorsqu'il est âgé de 13 et 18 ans, ne sont pas publiques. Conforté par l'article 56 du Code pénal, qui lui confère la protection de l'État, le mineur bénéficie d'un traitement particulier. L'utilisation, l'usage, la détention, la vente, la consommation des plantes classées comme stupéfiants entraînent nécessairement des sanctions prévues par l'article 208 qui dispose clairement que les sanctions vont de 2 ans à 10 ans et les amendes de 250 000 francs à 50 millions. Donc en fonction justement de la gravité, en fonction de l'activité générée par le mis en cause. Lorsqu'on parle de 50 millions, voire plus, c'est beaucoup plus pour ceux qui importent. Mais le cas de l'usage, tout simplement de la consommation, on est dans des proportions de 2 ans de prison à 5 ans et des amendes qui avoisinent les 250 000 francs. Mais en cas de récidive, ces amendes et peines peuvent être portées au double. En dépit des conséquences néfastes sur la santé et les interpellations à l'endroit des jeunes, nombreux sont ceux-là qui les balaient du revers de la main, malgré le danger que ces produits représentent. Vivement que le législateur prenne les mesures qui sied afin de dissuader vendeurs et consommateurs. Un événement heureux dans ce journal. Après plus de 22 ans de célibat, Félicien Aviban, alias Faras, enseignant de formation et coach au canon 105 de Libreville, a décidé de s'unir avec mademoiselle Berthe Bikié-Bi-Akouré. La cérémonie nuptiale s'est déroulée en présence des familles sportives, biologiques et amies. Les précisions avec Euphrem Bioguezo. Reportage. Un sentiment de joie, de grande allégresse, un sentiment de confiance, parce qu'un homme sans une femme est impair. Un appel très chaleureux que tous suivent l'exemple que vient de faire aujourd'hui Avibono Faras, notre aîné,
malgré son retard, mais il a concrétisé son amour vis-à-vis de sa femme Berthe. Alors, cet appel, hein, je réitère, est un appel de solidarité. Parce que un homme sans une femme est une personne ennemie. Rompre le célibat, c'est une bonne chose pour moi. Parce que j'ai trop longtemps vécu dans ce célibat-là. 22 ans de célibat. Dieu est grand. Dieu a exaucé mes prières. Je sais que les vieux, bon, quand ils entreprennent quelque chose, ils n'échouent pas. C'était là le problème qui faisait en sorte que je me dise, ça va aller. Ça va aller parce que je connais qui je suis, qui sont les miens. J'étais convaincu que ça irait jusqu'au bout. Je veux lancer un appel effectivement à l'endroit des petits du village. Mon mariage doit leur servir d'exemple. Ils n'ont qu'à se prononcer pour qu'on fasse ce qu'on est en train de me faire aujourd'hui. Toutes nos félicitations au couple Aviban, que Dieu vous accompagne dans cette longue marche. Et nous parlons à présent de l'actualité hors de nos frontières. Le président français j'y arrive, Emmanuel Macron, en tournée en Europe, lance un appel sur la révision de la directive du travail détaché. La France reçoit notamment plus de travailleurs polonais détachés. Presse internationale. Il tire à boulet rouges sur l'exécutif polonais. En pleine tournée en Europe de l'Est, Emmanuel Macron appelle à la révision de la directive sur les travailleurs détachés. Une proposition déjà rejetée par Varsovie. L'Europe est un espace qui s'est créé sur des valeurs, un rapport à la démocratie et aux libertés publiques qu'enfreint aujourd'hui la Pologne. Ce pays décide aujourd'hui de se mettre en marge de l'histoire, du présent et du futur de l'Europe, ce que je regrette. Mais ma conviction, c'est que le peuple polonais mérite mieux que cela et que je pense que la Première ministre comme son gouvernement auront beaucoup de mal à expliquer qu'il est bon pour le peuple polonais de mal payer les Polonais en Pologne comme dans le reste de l'Europe et que c'est un avenir pour eux. La France est le deuxième pays à accueillir le plus de travailleurs détachés polonais derrière l'Allemagne. Des conditions rendues possibles par la directive européenne de 1966. Elle permet à une entreprise de l'Union d'envoyer à titre provisoire dans d'autres États membres ses salariés en continuant de payer les cotisations sociales dans le pays d'origine. En 2015, ils étaient plus de 280 000 salariés établis sur le territoire français. Un dumping social dénoncé par Emmanuel Macron. Soutenue par l'Autriche, la France propose de ramener à 1 an la durée maximum de séjour d'un travailleur détaché. La riposte de la Pologne ne s'est pas fait attendre. Je conseille au président de se montrer plus conciliant. Peut-être que ses propos arrogants sont dus à son manque d'expérience. Aujourd'hui, environ 500 000 Polonais exercent leur profession en tant que travailleurs détachés un peu partout en Europe. Ce statut ne sera révisé que si Paris parvient à rallier à sa cause la majorité des votes. En Belgique, un homme âgé d'une trentaine d'années de nationalité belge a tenté de poignarder les militaires à Bruxelles sans succès. Il sera finalement abattu par les militaires dans la riposte. Nous retrouvons nos confrères de la presse internationale. Voici les premières photos prises quelques minutes après l'attaque. Au sol, entouré par les pompiers et les policiers, l'homme qui vient d'attaquer les 2 militaires. Il est un peu plus de 20 heures. Sur ce boulevard du centre-ville de Bruxelles, les soldats patrouillent à proximité d'un théâtre. Soudain, un homme se jette sur eux. Il a un couteau à la main. Les militaires ripostent. L'individu a essayé de poignarder les militaires, de les tuer. Les soldats l'ont intercepté, l'ont arrêté et lui ont tiré dessus. L'individu est grièvement blessé et décède quelques heures plus tard. Selon le parquet fédéral, il est âgé de 30 ans. C'est un Belge d'origine somalienne. Il aurait crié à la Akbar à 2 reprises avant de passer à l'acte. Dans ce quartier animé, le vendredi soir se trouvaient de nombreux habitants. Certains ont paniqué. Et d'un coup, c'est qu'on voit que ça court dans tous les sens, des policiers, des ambulanciers, militaires et tout. Ils nous ont dit de reculer comme ça de la zone, on n'a pas compris, on est resté un peu à l'écart, on a regardé de loin. Ils ont ramassé quelqu'un comme ça en arrière, ils l'ont mis contre le mur, ils ont commencé à lui faire les premiers soins. Puis de là, ce tour, là, ils nous ont dit de partir. Les militaires ont été légèrement touchés. Très vite, l'attaque a été qualifiée de terroriste par les autorités belges.
De retour à Libreville, nous parlons à présent de sport. C'est en présence du maître Olomo 5e Dan et du chef de service provincial de sport que l'expert international David Mbembo Mwanza a partagé un peu de son savoir-faire à plusieurs arbitres désireux de maîtriser les règles d'arbitrage du taekwondo, une initiative de la Ligue de taekwondo de l'Estuaire. Les précisions avec Mosconi Ngonba et Bertrand Komideka. Perpétuer l'évolution sur le plan international, il est important pour les arbitres de la Ligue de taekwondo de l'Estuaire de maîtriser dans toutes ses composantes les règles d'arbitrage qui pourront permettre à ces stagiaires de mieux se perfectionner. Initiée par la Ligue de taekwondo de l'Estuaire, cette initiative n'est que la continuité des activités de la Ligue qui vise à améliorer les performances de ses arbitres au travers de ses formations. La présence du chef de service provincial de sport Mangui Bouka était à l'honneur au cours de cette formation. Une présence qui fera taire les doutes sur la légitimité actuelle du président de la Ligue, qui du reste a été félicité par sa hiérarchie. Nous changeons de discipline en basketball. Après une bonne fin de saison sportive, place à présent au bilan des clubs et associations. C'est le cas de l'association God Family de Likwala. Détail et explication avec Yasser Nicolando. Saison terminée, il est donc question pour certains dirigeants de clubs et associations de faire le bilan général de leur saison sportive. C'est le cas du président de l'association God Family Basketball de Likwala de nous livrer en quelques mots le bilan général. Avec en liste 5 catégories au sein de cette association, le président compte faire mieux lors de la saison prochaine. Objectif, ne plus faire de la figuration, gagner des titres et se faire respecter sur le plan national. Le changement à la tête du ministère des Sports n'est pas resté un sujet tabou. L'homme salue d'ailleurs le passage du ministre sortant au sein de cette association. Un passage marquant avec de très beaux souvenirs.
Et en football, les responsables des clubs sous ligue et associations étaient en conclave ce matin à l'école publique de Zongué pour approuver la décision de la tutelle relative à la délibération de l'Assemblée générale élective tenue le 29 juillet dernier à Coco Beach par la Ligue de football de l'Estuaire. Les précisions dans ce reportage mis en image par Mosconi Ngonba. La non-validation par la tutelle de l'Assemblée générale élective de la Ligue de football de l'Estuaire, tenue le 29 juillet dernier à Coco Beach en conformité avec l'article 28 alinéa C des statuts de la dite Ligue, a contraint les présidents des clubs sous ligue et associations à une rencontre convoquée expressément à l'école publique de Zongué pour approuver dans un premier temps la décision prise par la tutelle et dans un second temps présenter quelques irrégularités lors de cette assemblée générale élective délocalisée. Puis apporter quelques pistes de solutions quant à la démarche à entreprendre en vue de l'organisation d'une autre assemblée générale élective qui sera cette fois-ci dans les normes. Espérons toutefois que la sérénité reviendra au sein de la Ligue de football de l'Estuaire, avec un président qui sera élu dans la transparence totale et selon le respect des statuts. Le sélectionneur national des Panthères du Gabon a dévoilé les 23 noms convoqués pour la double confrontation face aux éléphants de Côte d'Ivoire pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2018 en Russie. Une conférence de presse a eu lieu ce matin en présence de Yasser Nicolando. Pour sa troisième sortie officielle dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018, les Panthères du Gabon reçoivent les éléphants de Côte d'Ivoire le 2 septembre au stade de la Rénovation de Franceville. À cet effet, le sélectionneur national du Gabon, Antonio Camacho, était face à la presse nationale ce matin afin de dévoiler les 23 noms pour la double confrontation. C'est d'ailleurs la salle de conférence du stade de l'amitié sino-gabonaise d'Angondje qui a servi de cadre. Voici mon question. Donc, on va démarrer Vous avez Yves Stéphane Bitekimoto, Donald Nze et Laurent Kantouga. Au niveau des défenseurs, Bruno Epole Manga, Lloyd Paloun, Johan Serge Obian, Aaron Binangoy, Franck Perrin Ombangou, Junior Andal Otozue, Henri Junior Ondon et Stevie Nzambe. Idi Ibrahim Don, Merlin Tandjigora, Mario Lemina, Samson Digit, pardon. Alors, ensuite, vous avez Gaylor Konga Kakou, Mario Lemina, donc effectivement, Denis Bonga et Junior Asumou Akwe. Et enfin, Johan-Claude Vachter. Ensuite, vous avez Louis Ochanga. Alors, attaquant, Malik Emouna, Axel Meillet et Aaron Moupenza. Donc, à partir de cet instant... Cependant, on note l'absence de certains cadres, notamment celle du capitaine Pierre-Emerick Aubameyang et d'André Biogopoko, qui jusqu'à là
refuse d'y revenir en sélection nationale. Camacho avait donc l'obligation de faire appel aux hommes de seconde zone afin de pallier à cette absence. Asuma Akwe, Wacher Yowan, Aaron Bupenza, tous évoluant en CFA. Seul Steven Zambé fait son retour après un an de suspension. Le défi est donc énorme pour ces jeunes fauves, car en face, il y a les éléphants de Côte d'Ivoire, qui lui aussi a pour objectif empocher ton ticket pour la Russie 2018. C'est sur cette note que se referme cette édition d'information. L'ensemble de la rédaction des TVS vous remercie pour votre fidélité tout au long de cette semaine et vous dit tout simplement bonne nuit chez vous. On se retrouve très prochainement.